Bienvenue Merci. Julie, merci d'avoir accepté l'invitation déjà, c'est chouette. Je suis ravie de te rencontrer pour la première fois pour le coup, puisqu'on ne se connaît pas, donc tu me suis, mais tu fais pas partie du club, donc c'est chouette, on va pouvoir faire davantage connaissance aujourd'hui, et puis on va pouvoir aborder les sujets qui te tiennent à cœur et ceux sur lesquels tu vas avoir des réponses du coup. Je vais demander juste de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, ton âge, ce que tu fais, ce que tu as envie de Mmh. partager. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 41 ans, j'habite en région parisienne, en banlieue. Je suis enseignante, donc institutrice, enfin professeure des écoles, plus précisément. Et j'ai 2 enfants, un enfant de 14 ans et un enfant de 12 ans, donc il commence à être bien grand maintenant. Top, chouette. Donc, quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé assez rapidement donc du périnée. J'ai l'impression que voilà, c'était un sujet sur lequel il y avait des choses que tu voulais apprendre, qui t'intéressent. Est-ce que tu peux me dire un peu plus aujourd'hui, toi, comment tu perçois le périnée? Peut-être aussi ce que tu entends autour de toi ou ce que tu vis toi, pour juste que je puisse percevoir où est-ce que tu en es des informations que tu as. Mmh. Alors, du coup, après ma première grossesse, j'ai eu un drame familial, on va dire, qui a fait que je n'ai pas pris le temps de refaire mon éducation, enfin ma rééducation. Ensuite, je suis tombée très rapidement enceinte de mon deuxième enfant. 11 mois plus tard, j'étais enceinte. Ok. Donc, j'avais vu avec la sage-femme qu'on attendrait l'accouchement du deuxième bébé pour pouvoir reprendre la rééducation. Et je ne sais pas plus pourquoi, parce que ça remonte maintenant à 12 ans. J'ai traîné et je me suis rendu compte quand j'ai repris le sport, c'était la grande mode de la Zumba, donc tout le monde faisait de la Zumba. J'ai commencé et je tenais pas toute la séance dès qu'on sautait, il fallait que j'aille aux toilettes, etc. Donc là, j'ai repris la rééducation. Donc c'était une rééducation manuelle avec et puis un petit appareil aussi. Mhm. Malheureusement, ça a pas tout arrangé, donc j'ai laissé passer du temps. Et quand j'ai repris, j'ai fait une année de basket juste avant le Covid. Pareil, donc fallait que j'aille au moins 2 fois aux toilettes parce que je sentais que le Mm. périnée était fragile. Donc juste après le Covid, j'ai repris un petit peu la marche nordique. Ouais. Et même pour de la marche, je me rendais bien compte dès qu'il faisait froid, etc. C'était le stress de pas retenir, voilà, à cause du périnée, du périnée fragile. Donc j'allais tout le temps en cachette faire voilà, ce que j'avais à faire juste avant l'activité pour tenir mes 2 heures. Et j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme qui pratiquait vraiment des exercices, alors pas tout à fait comme la méthode Gasquet ou de Mhm. Gasquet, mais qui ressemblait plus ou moins à ça. J'ai refait les séances et malgré tout ça, peut-être que j'ai manqué un petit peu d'assiduité, mais j'ai toujours ce problème-là. Ouais, ça revient. Donc, en fait, je regarde un petit peu les vidéos qu'on a sur Internet, etc. Mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que finalement, on n'a pas une personne spécialisée à côté qui nous dit faites comme ci, faites comme ça, etc. L'inspiration, l'expiration, tout se mélange. Toutes les infos, en fait, on les trouve très facilement. Moi, j'ai eu la chance par ma mère qui a toujours été très intéressée par tous ces sujets, qui a eu aussi des soucis par rapport à ça. A priori, à son âge, elle a 66 ans, ça va assez bien. Donc, elle fait pas de sport. Donc, je pense qu'elle a pas ce problème-là. Mais elle avait utilisé un petit appareil il y a Petite quelques années, sonde, une ouais. vingtaine d'années, je pense. Une petite sonde, Mm. exactement. Et ça lui avait permis de retrouver son périnée. Donc, je pense qu'il y a un facteur déjà génétique de mon côté et il y a un problème de respiration aussi, je pense. Moi, je suis très émotive. Alors, enfin voilà, j'ai du mal à gérer tout ce qui est émotion, donc je pense que ça joue énormément. J'ai une respiration qui est assez thoracique, malgré aussi, j'avais fait de l'orthophonie, enfin tout est lié, donc je suis assez bien au courant de tout ça. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a un grand monde qui fait que c'est pas évident de gérer. Et là, je me rends bien compte, en vieillissant, même si je reste encore jeune, 41 ans, ça reste très jeune, je me rends compte que pour la pratique du sport, c'est un vrai problème. Mm. Simplement, partir en randonnée 3 heures, c'est un problème. Mm. On s'empêche de boire avant de partir, c'est compliqué. Ouais. Donc, et le fait d'y penser, ça donne aussi envie. Donc, je pense que tout est Oui, vraiment lié. après, tu te crées une Mm. angoisse et donc, du Voilà, coup, tu as l'impression c'est d'avoir ça. envie alors que tu pas forcément envie. Donc, Exactement, tu perds un peu tes repères aussi en termes exactement. d'envie. Mm. Est-ce que autour de toi, c'est quelque chose dont tu as pu discuter avec d'autres femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt tabou ou est-ce qu'au final, vous arrivez quand même à en parler? Comment tu
Alors, dans le décrire cadre ça? familial, oui, parce qu'on est plusieurs à avoir ce problème-là, même des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, des femmes qui peuvent être en surpoids aussi parfois, des femmes qui ont fait beaucoup de sport, même jeunes, avant d'avoir mes enfants, moi qui n'avais pas de problème de périnée. J'ai entendu des collègues qui faisaient du running notamment avoir ces problèmes-là. Donc, j'avais parlé de cette petite sonde à une collègue. À l'époque, elle avait 40 ans. Moi, je devais en avoir, je sais plus, 26, quelque chose comme ça. Et du coup, elle a utilisé cette sonde et ça a résolu son problème de sportive. J'ai aussi dans mon entourage professionnel au moins une personne qui en parle ouvertement et qui a effectivement de gros soucis par rapport à ça. Elle fait beaucoup de sport, natation, running. Donc elle, justement, elle doit avoir un périnée assez musclé Mmh. et ça pose aussi malgré tout des problèmes. Et on voit sur les réseaux que beaucoup de sportifs, enfin de sportives plutôt, Ouais. ont ces problèmes-là. La première sage-femme, parce qu'au total, j'ai peut-être pas été assez claire, mais j'ai fait trois rééducations. Une sage-femme technique manuelle et 2 sages-femmes qui pratiquaient le travail autour de la respiration avec un appareil qu'on venait scratcher au Mmh. niveau du ventre et où on devait inspirer, expirer un certain nombre de fois. Ça fonctionnait par série. Et cette première sage-femme, qui était très sportive, faisait beaucoup de natation, m'avait expliqué qu'elle avait en fait découvert ce métier, cette technique. Je crois que c'était la méthode Guillarme ou quelque chose comme D'accord. ça. Elle avait rencontré ce monsieur et elle a été formée à cette méthode et elle travaille autour de cette méthode. Et elle, c'est ce qui l'a sauvée parce qu'après son premier enfant qu'elle avait eu à 21 ans, elle ne tenait plus ses urines, quoi. Ouais. Mm. Ouais, bah, il y a Mm. plusieurs Mm. phénomènes. Déjà, la première chose que tu dis, la respiration, c'est hyper important parce qu'en fait, tu as vraiment un ensemble diaphragme avec le transverse, donc abdos profond, et Mm. périnée, donc tous les muscles du plancher pelvien. Et en fait, ils bossent en synergie ensemble. Donc, c'est vrai que la respiration, ça joue un rôle énorme Mm. sur les contraintes qu'on va mettre sur le périnée. Il y a énormément de problèmes de périnée qui sont liés à, du coup, une mauvaise gestion des pressions abdominales, donc directement liés à la respiration. Et souvent, c'est une des premières causes. Typiquement, le prolapsus, donc la descente Mm. d'organes, qui est au final des organes qui passent à travers le périnée, sont liés à la constipation ou alors à des toux chroniques pour des personnes qui font beaucoup d'allergies. Donc en fait, on se rend compte à quel point l'importance finalement de la gestion de la respiration et des pressions abdominales va du coup avoir un effet sur la santé du périnée. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vrai que une rééducation, pour moi, complète, doit tenir compte de la respiration. Et c'est vrai que le travail avec sonde, ça peut être hyper intéressant parce que ça permet de prendre conscience des sensations au niveau de son périnée. Et de toute façon, si tu veux le rééduquer correctement, il faut que tu le sentes. Mm. Et donc, pour le sentir, la sonde, c'est top. Ça aide vraiment. Le problème, c'est que si tu fais que de la sonde, tu fais pas, en fait, l'association et la synchronisation naturelle qui doit se faire avec le diaphragme, donc avec le travail de respiration. Et encore, quand tu fais les deux, c'est bien, mais ça fait pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc en fait, tu dois avoir une partie effectivement de sensation, donc soit avec sonde, soit avec de la visualisation. Tu dois avoir une partie de synchronisation avec ta respiration et de la gestion de l'apprentissage de tes gestions abdominales. Et tu dois avoir une partie de mise en mouvement, en fait. Et donc, souvent, cette partie-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on dit, OK, c'est bon, il est tonique, il se contracte, il réagit bien. Et en fait, on te fait retourner sur tes activités physiques, mais il manque une pièce du puzzle. Il manque toute la partie où, en fait, comment je passe de allongée sur une table avec une sage-femme à en train de faire de la marche nordique ou de la Zumba, en fait. Et Exactement. c'est souvent là, en fait, où il y a un gros manque dans la rééducation et il manque une pièce qui fait que, bah, quand tu y retournes, ça peut tenir un peu au début et puis, en fait, très vite, ça revient. Et c'est une des problématiques. Tu as aussi beaucoup parlé de la partie sportive et ça, je pense que c'est hyper important de le souligner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, le périnée, c'est en postpartum ou à la ménopause. Alors qu'en fait, non, le périnée, c'est toute sa vie. Il y a plein de femmes qui n'ont pas eu de grossesse et qui ont des problèmes de fuite urinaire. Il y a aussi des sportifs de haut niveau qui vont avoir énormément de contraintes au niveau du périnée. Tu disais tout à l'heure, elle a un périnée musclé, donc ça devrait fonctionner. Et en fait, un périnée qui fonctionne bien, c'est un périnée qui est tonique et élastique. Et en fait, c'est comme si tu avais un biceps qui était hyper tonique. En fait, ton bras, il va pas fonctionner correctement. Parce que si ton biceps, il est tout le temps contracté et qu'il est très fort, tu vas pas pouvoir tendre ton bras. Et en fait, c'est pareil que le périnée. Il y a plein de femmes qui ont un périnée qui est extrêmement tonique
Sauf qu'il y a des grosses pressions abdominales dessus en fonction des sports. Je pense aussi aux crossfiteuses où il y a beaucoup d'impact pour les coureuses. Et en fait, le périnée, il a pas d'élasticité et donc il s'adapte pas forcément aux impacts, Ça, aux je chocs. savais pas pour l'élasticité. Donc, il y a finalement deux cas de figure. Il y a les sportifs qui, elles, ont un périnée extrêmement tonique, mais pas assez élastique. Et je pense pas être concernée par ça, à mon avis. Moi, c'est Pas assez tonique. Pas assez tonique. Ouais. D'accord. Et tu as vraiment les deux cas de figure. Et tu vas vraiment... En fait, dans les deux cas, faut prendre en charge tout. C'est-à-dire que moi, les filles, quand elles arrivent sur abdos-périnée et qu'elles me disent, mais faut que je fasse quel exercice si c'est pas tonique ou pas, enfin, trop tonique, pas assez, comment je sais si c'est élastique, pas assez. Alors, si tu veux savoir si c'est pas assez élastique ou trop élastique, avec, par exemple, une sage-femme ou une kiné qui va être formée, elle peut te faire un test et elle va, avec le toucher, elle va savoir. Elle va te demander de contracter et elle va voir, en fait. On peut aussi le savoir au niveau des douleurs. Tu vois, les femmes qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels ou qui vont avoir souvent des sensations de tonicité au niveau du périnée, dans certaines positions aussi, vont sentir. Ou alors, tu peux te masser avec une balle. Par exemple, tu vois, les petites balles de massage, tu t'assois dessus, et puis tu vois, tu roules un peu autour de tes muscles du pelvien, en fait, et tu vas sentir s'il y a des points hyper douloureux, comme quand tu masses le mollet et que tu sens ou les pieds, c'est que potentiellement, il est aussi trop tonique. D'accord. Donc, tu peux le savoir comme ça, sans forcément avoir, du coup, un test manuel. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, finalement, que ce soit problème de périnée. Et moi, j'ai beaucoup de copines quand je fais mes études de sciences du sport, où j'étais avec beaucoup d'athlètes qui avaient des problèmes de périnée et qui n'osaient pas le dire parce que 18 ans, 16 ans, 20 ans, c'est hyper gênant de dire que quand tu fais un saut ou quoi, tu te pisses dessus, quoi. Et qui, du coup, pensaient que c'est parce que leur périnée était trop tonique. Et donc, en fait, elles passaient leur temps à se muscler le périnée. Alors que c'était le problème. C'est ça. Tu vois, c'est qu'il n'y avait pas assez d'élasticité et qu'elles auraient dû faire davantage d'automassage et de travail de relâchement pour retrouver de l'élasticité. Le truc, c'est que c'est des muscles où il faut apprendre à les faire travailler parce que on ne trouve pas forcément des exercices partout. Et donc, vraiment prendre connaissance de à quoi ils ressemblent. Donc, c'est important de regarder juste une planche anatomique du périnée, de voir qu'il y a 4 insertions. Donc, je pense que tu as dû avoir, j'ai toi, vu ce des travail. schémas, etc. Donc, tu as vraiment l'insertion à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Souvent, les femmes vont se focaliser sur l'insertion à l'avant, vont faire du stop pipi ou vont faire des Kegels en retenant une envie d'aller aux toilettes. Alors, le stop pipi, surtout pas. Oui. Hyper dangereux. Les Kegels, hyper intéressants aussi. Mais ça, je connais pas. C'est vraiment ces exercices de contraction, relâchement. Tu contractes, ce qu'on fait pour le ressentir. Exactement. Donc, moi, ce que je recommande pour la partie purement, tu vois, périnée, ça va être en premier de faire des exercices de visualisation. C'est de le sentir. Visualiser sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Donc, à l'avant, c'est facile, tu retiens une envie de faire pipi. À l'arrière, si tu retiens un gaz. Sur les côtés, c'est les 2 os que tu as en dessous des fesses. Tu mets les mains, tu les sens, les ischions. Exactement. Donc, en fait, de te mettre en position d'autograndissement et d'imaginer que tes ischions, tu essayes de les rapprocher sans contracter les fessiers. Parce que souvent, donc sans contracter les fessiers. Et déjà, si tu fais ces exercices-là, donc contracter, à chaque fois que tu contractes, tu relâches, que du coup, tu sais que maintenant, il y a ce souci d'être trop contracté. Et donc, juste déjà, ça te permet de l'appréhender pour, tu vois, les femmes qui, elles, ont. Mais c'est ça le plus dur. Moi, par exemple, je vais sentir plus à l'arrière. Alors, tu auras toujours des endroits où tu vas plus ressentir. Faut t'entraîner. Oui, c'est vraiment t'entraîner. C'est comme quand tu fais un nouvel exercice de fitness. Par exemple, des fois, il y a des exos, on te dit là, t'es censé sentir tes fesses et toi, t'es là, non, mais moi, je sens mes cuisses. Exactement. Voilà. En fait, tu sens toujours où c'est le plus sensible ou alors, des fois, tu sens où c'est le plus faible parce que c'est le côté qui fatigue en premier. Ah oui, peut-être aussi. Au niveau du périnée, c'est potentiellement, tu ressens où c'est le plus sensible, donc où c'est le plus rééduqué, où tu as le plus de connexion. Parce qu'au final, le ressenti, c'est des échanges entre ton cerveau et tes muscles. Donc, si tu as l'habitude d'avoir du ressenti sur certaines parties de ton périnée, tu as les bonnes connexions. Et après, tu en as d'autres, elles existent, mais elles ont besoin d'être dépoussiérées. Et donc, en fait, quand tu fais l'exo, au début, tu le sens pas. Plus tu fais, plus tu visualises, plus les connexions se refont et la perception revient. C'est pas que les muscles étaient pas là et qu'ils reviennent, c'est qu'en fait, la connexion était un peu endormie et elle revient. Quand tu fais des exercices de fitness, des fois, en fait, tu sens un muscle en premier parce que c'est le muscle qui est le plus faible et celui qui fatigue en premier. Au niveau du périnée, c'est plutôt une question de connexion entre les neurones et tes muscles. Donc, de travailler ce que tu sens pas bien, de vraiment faire l'effort tous les jours, d'y penser un peu, de dire est-ce que je ressens l'avant, est-ce que je ressens les côtés, pour reconnecter avec eux. Ça, c'est vraiment la première étape.
Ensuite, on pense souvent que pour le périnée, il suffit de faire des contractions. Donc, tu as dû le sentir quand tu as bossé avec Sonde, le fait de contracter, etc. Donc, la contraction, oui, mais le relâchement aussi. Et donc, en fait, c'est hyper important de se dire, OK, là, je sens que je contracte, mais je sens aussi que je suis capable de lâcher, qui est beaucoup plus dur à sentir. Et tu vois, je pense aux athlètes. Souvent, elles sont perdues. La contraction, elles sentent, mais elles sont perdues quand on leur dit, Oui, OK, on relâche. relâche en fait quand on n'en peut plus. Bah oui. Alors qu'en fait, non, faut maîtriser ton relâchement. Faut être capable aussi pour qu'il devienne élastique, faut qu'il soit capable de fonctionner dans les deux sens. Et donc, pas genre, je contracte et je suis épuisée. Tu vois, c'est pas je contracte et je lâche parce que j'en peux plus, c'est je contracte et je me relâche. Et essaye toujours de faire l'analogie avec les autres muscles du corps. Tu vois, ton biceps, tu contractes, tu contractes. Est-ce que tu veux être capable de faire ça ou est-ce que tu fais ça quand t'en peux plus? Oui, ouais, je comprends. Oui. Tu vois? Donc ça, c'est pas la même chose. Donc c'est très important d'avoir cette notion aussi. Ensuite, il y a aussi la rapidité de contraction. C'est-à-dire que tu vas avoir les contractions lentes. Donc où là, tu peux vraiment te concentrer sur j'engage, je prends le temps de relâcher, j'engage, je sens l'avant, les côtés, l'arrière, je relâche, etc. Donc de le travailler plusieurs fois. Mais il y a aussi les contractions rapides qui sont très importantes pour les envies d'aller aux toilettes un peu urgentes. Parce qu'en fait, quand tu fais les contractions rapides, tu travailles plutôt la contraction réflexe, qui est plus intéressante quand tu as des fuites. Tu vois, c'est vraiment cette capacité à ton périnée à, par réflexe, se contracter. Ouais, c'est un réflexe qui protège en fait. Ouais, qui permet en fait qu'il soit capable justement de réagir assez rapidement. Et donc en fait d'avoir les deux, d'avoir ton périnée qui va travailler plutôt en élasticité, contracté, relâché, en maîtrise, et puis de façon réflexe. Donc là, c'est je contracte, je relâche très vite. Tu fais des petites sessions, t'en fais 10, tu laisses du repos, tu détends un peu, hop, t'en refais 10. Quand tu fais les contractions contractées, relâchées, lentes, là, tu peux synchroniser avec ta respiration. Alors que quand tu fais les rapides, au final, ça va très vite. Donc, ne cherche pas la synchronicité avec le diaphragme. Là-dessus, c'est vraiment juste la partie réflexe, mais il faut aussi l'intégrer. Pour la partie donc synchronisation avec la respiration, ça va être vraiment à l'inspiration. Il faut que tu imagines que ton diaphragme, il va s'étendre et il va prendre plus de place. Et qu'en même temps qu'il s'étend, ton périnée, il s'étire aussi. D'accord. Donc, le diaphragme prend de la place, le périnée descend. Ça, c'est à l'inspiration. Donc, quand j'inspire, en fait, ton périnée se détend. Donc, quand tu cherches à travailler le relâchement de ton périnée parce qu'il est tout le temps tendu, il faut vraiment que tu sois dans ce truc de j'inspire et je lâche les muscles de mon plancher pelvien. Mais c'est hyper compliqué. Moi, par exemple, qui suis une nature stressée, angoissée, quand on regarde toutes les petites vidéos sur Internet, etc., il faut surtout pas pousser. Donc, il faut que ça remonte. Donc, malgré tout, on est en respiration assez lente et c'est très compliqué de trouver ce geste. Relâchement. Voilà. Ouais. Et du coup, je pense que je dois contracter sans le vouloir finalement. Ouais. Parce que je veux absolument que mon ventre, que tout remonte et qu'au contraire, que ça ne descende pas. Ça doit remonter à l'expiration. Ouais, et il c'est faut ça. aussi que tu dissocies là, on est en train de voir qu'est la respiration naturelle Oui. de l'effort. Oui. Tu vois, après, je te parlerai de quand on fait un effort. Mais là, c'est vraiment naturel. C'est-à-dire que vu que c'est naturel, t'as pas de contraintes. T'es pas en train de soulever des poids. T'as pas des contraintes sur ton périnée. Il est safe, entre guillemets. Donc, tu peux vraiment y aller. Tu peux le relâcher complètement. Et à l'expiration, c'est là où tu fais ce travail où tu aspires. Donc, parce que quand tu expires, donc, t'as moins d'air, donc moins de pression abdominale. T'as le diaphragme aussi qui va aspirer ton périnée. En fait, naturellement, c'est le mouvement qui se passe. Quand tu expires, le périnée remonte naturellement. Quand tu inspires, il descend naturellement. C'est une petite amplitude, mais c'est son amplitude naturelle. Et ça se fait automatiquement. Donc vraiment de te dire, quand je travaille juste ma respiration, juste mon périnée, qu'il n'y a aucune contrainte, je fais pas de sport, rien du tout, de vraiment te mettre en position d'autograndissement, à l'inspiration, de lâcher prise. Tu le laisses. Si tu as peur au début, tu le fais aux toilettes. Tu vois, alors c'est pas du stop pipi, mais c'est juste t'es assise aux toilettes et tu lâches, tu vois jusqu'où tu peux lâcher sans qu'il y ait de fuite, en gros. Tu vois. Mais tu vas voir que tu peux lâcher. Et après, ou tu fais vessie vide, tu vas d'abord aux toilettes et après tu fais tes exos, comme ça tu sais que t'es tranquille. Ouais. Toi, comme ça tu te mets pas de pression. Après les fuites, finalement, je les ai quasiment pas, sauf quand je vais tousser. Voilà, ce genre de quand situation. t'as beaucoup d'impact. Ouais, c'est ça. Quand je vais être malade en hiver, grosse toux, alors là, oui, ça va m'arriver. Ouais. Ou si je cours, par exemple. Mais Dès sinon, que t'as j'arrive des impacts, encore quoi. pour l'instant à maîtriser tout ça. Donc, les exos de respiration que tu synchronises, ça, c'est pour ton quotidien. Pour la gestion, justement, des pressions, comme tu l'as dit, sur la toux ou les impacts, là, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, sur les impacts, et je pense, tu vois, toutes celles qui font de la course à pied ou quand tu fais de la Zumba, avant de s'inquiéter du périnée, il faut s'inquiéter des contraintes que tu mets au niveau de tes articulations.
Parce qu'en fait, des fois, c'est juste de la technique de course qui est mauvaise ou de la technique d'appui qui est pas bonne. Tu vois, tu vas taper du pied, tu vas faire des mouvements très brusques, tu vas pas être dans une position d'autograndissement en course à pied, etc., qui va faire qu'en fait, à chaque impact, ça résonne dans tout ton corps. Et si c'est pas bon pour ton périnée, c'est pas bon pour ton dos, c'est pas bon pour tes genoux. C'est ça, Donc, quoi exactement. qu'il arrive, c'est hyper intéressant pour celles qui font ces sports-là, d'apprendre déjà à poser ses appuis au sol correctement, au bon endroit par rapport à ton centre de gravité, un bon angle, etc. Donc, de faire vraiment purement de la technique de course pour celles qui font beaucoup de courses. D'accord. Bon, moi, c'est mon sport à la base. Je fais Oui. de l'athlétisme pendant 20 ans. Et donc, la technique de course, ça va jouer énormément sur la charge et la contrainte que tu mets derrière à chaque foulée sur ton périnée. Ensuite, de surtout pas, et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, parce que tu es stressé, de se dire, je le contracte. Et te dire, je cours et je contracte mon périnée pour qu'il tienne. Tu l'épuises. Et en fait, il lâche complètement. Il y a beaucoup de coureuses qui, finalement, quand elles passent la ligne d'arrivée et tout, c'est là où, parce qu'elles ont tellement tenu leur périnée tout le long, qu'ensuite elles le lâchent, qu'il n'en peut plus, il est crevé, le pauvre, et là, ça lâche complètement. Donc, de se dire que si tu as une bonne technique de course, un bon autograndissement, déjà, tu limites énormément les contraintes sur ton périnée. Donc, tu as moins de risques. Après, s'il y a une faiblesse, clairement, il faut aussi s'occuper du périnée à Bien part sûr. entière. Donc, le retravailler, le tonifier et retravailler l'intégration des impacts et de vérifier qu'ils tiennent. Souvent, en fait, c'est pas que ce qu'on fait, c'est faux, mais c'est que c'est pas progressif et c'est pas adapté. Tu vois, on veut faire tout d'un coup, donc on fait tout de Tout à suite fait. et on n'étale pas l'effort dans le temps. Donc, ton périnée, il s'épuise. Moi, j'ai des filles, quand elles font le programme, ça dure 6 semaines. Et les premiers, donc tout est bien mesuré, tu vois, pour que ce soit progressif. Et en fait, je sais que j'en ai plein, elles veulent que ça aille vite, donc elles en font toute la journée. C'est-à-dire que l'exo que j'ai donné dans la séance du jour, toute la journée, elles se le refont. Et au bout de 3-4 jours, elles disent, Alexa, je comprends pas, c'est encore pire. Je dis, bah, tu fais des exos en plus? Ah bah oui, tout le temps. Ah ouais, en fait, il est crevé ton Il est périnée. Donc, fatigué. en fait, il est encore plus crevé que pas fonctionnel. Donc, il tient plus, quoi. Il en peut plus. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu, de se dire, OK, il faut le faire bosser correctement, mais il faut aussi lui laisser du temps de repos. C'est-à-dire, si tu veux avoir des cuisses plus musclées, tu vas pas faire la chaise contre le mur toute la journée. Toute la journée, ouais. Tu vois? C'est sûr. C'est pareil avec le périnée. Oui, mais oui, après, ça devient obsessionnel et on pense en bien faire finalement et on esquinte plus les choses qu'autre chose. Ouais. Il faut vraiment laisser du temps de repos. La récupération fait partie de l'entraînement pour tous les muscles du corps et le périnée n'y échappe pas. Donc, il a besoin d'un temps de repos. Donc, faut le faire travailler, faut réintégrer progressivement du mouvement, le faire travailler avec la synchronisation de la respiration. Donc, tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est faire ça, mais aussi quand tu fais des pompes, quand tu fais des squats, quand tu fais des mouvements de soulever, de pousser, où en fait, tu rajoutes de la charge. Si tu arrives déjà progressivement à faire ça et que ça devienne réflexe, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais un squat, à chaque fois que tu te baisses, à chaque fois que tu pousses, à chaque fois que tu portes, tu respires et t'engages comme il faut, et que ça, tu l'appliques à ton quotidien, déjà au quotidien, en fait, tu le fais fonctionner et de façon beaucoup plus naturelle. Donc, ça va vraiment aider. Après, donc, pour les impacts purs, souvent, donc, ce que je dis aux coureuses, faites bien attention de ne pas tout le temps le contracter, de le laisser faire sa vie et de travailler plutôt sur la posture, parce que la posture joue un rôle énorme sur les pressions qu'on met sur les abdos et donc sur... Ça, par exemple, je savais pas. Le périnée. Et donc, en fait, de plutôt travailler la posture. Donc, tu vois, les filles qui courent, je leur dis, pour le périnée, ne faites pas du contracté-relâché pendant la course à pied. Faites ça en dehors, donc, ou même éventuellement pendant les étirements, pendant les échauffements. Mais pendant que vous courez, vous foutez la paix. Par contre, autograndissement. Autograndissement et respiration. Si tu respires correctement, finalement, ton périnée, il va bouger en même temps que ton diaphragme. Si tu es en apnée, que tu bloques, que tu... On contracte. Bah là, en fait, ça fatigue tout. Ça fatigue, il fonctionne et pas bien. Justement, par rapport à la pratique du running, de l'endurance, etc., toi, par exemple, des gens comme moi, des femmes comme moi, est-ce que tu préconises cette activité? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit surtout ne cours pas, notamment, par exemple, ma prof de yoga, qui est, entre guillemets, contre cette activité pour les femmes. Parce que elle voit les dégâts que ça fait sur les corps. Du coup, moi, je fais du yoga, qu'1 heure par semaine. Mais du coup, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup, du coup, le périnée pendant ces activités-là et on fait attention aux articulations, etc. Et c'est vrai que la course, du coup, peut éventuellement aggraver la situation si, comme tu le dis, on n'a pas les bons gestes, etc. Ça dépend pourquoi tu fais de la course à pied. Moi, j'ai des filles qui viennent me voir. Alors, par défaut, je veux aussi dire, genre, c'est clairement pas le meilleur sport. Oui. Tu vois, les sports à impact, la course à pied, par défaut, si c'est pas ton sport, bah, ne le fais pas. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas en plus un bon sport pour perdre du poids.
Enfin, tu vois, il y a plein d'idées reçues sur la course à pied parce que ça dépense beaucoup de calories. Et on se dit, bah voilà, je vais faire ça, C'est ça va être intense, c'est cardio. cardio, je vais perdre du poids, etc. Si t'es pas une coureuse à la base, que tu prends pas de plaisir à courir, ne cours pas. D'accord. Clairement, ce sera pas le bon sport. Tu auras beaucoup plus de bienfaits en faisant des activités de renforcement musculaire sur ton corps. Enfin voilà. Et en termes de prévention pour périnée, fuite urinaire, prolapsus, tu seras aussi beaucoup mieux. D'accord. Maintenant, des femmes qui courent, qui adorent ça. Ça fait partie de leur équilibre physique, mais mental aussi. Oui, c'est une Continuez de courir. nécessité. Genre vraiment, je vais pas vous dire arrêtez la course à pied. Par contre, faites-vous aider pour avoir une très bonne technique de course, pour optimiser la foulée, pour diminuer au maximum les impacts et faites du travail à côté de gestion des pressions abdominales et du périnée. Tu vois, voilà, pour mettre toutes les chances de ton côté de pas avoir de soucis. D'accord. Ouais. Mais voilà, une fille qui aime courir, pour qui c'est vraiment son truc, de continuer de le faire. Mais de bien faire attention. Et après, pour une fille pour qui c'est pas du tout son sport, qui reprend le sport, qui veut maigrir, qui veut maigrir, surtout on pas la course voit à pied. beaucoup avant l'été. Là même en ce moment, on voit des femmes qui reprennent le sport pour maigrir. Ouais, pas la course à pied. Ouais, pas la course à pied. Non, Okay. pas la course à pied. Alors oui, il y a une grande dépense énergétique quand tu fais de la course à pied, sauf qu'en fait, les calories proviennent, vu que c'est une activité cardio, proviennent principalement des réserves en glucides qui sont dans tes muscles et dans ton foie. D'accord. Donc en fait, tu brûles beaucoup de calories, tu brûles pas des graisses. C'est ça. Donc en fait, si tu veux brûler des graisses, la marche nordique est beaucoup plus adaptée. C'est une activité d'endurance. Pour consommer des graisses, faut que la respiration se mette en place, sinon il n'y a pas de lipolyse. Donc pour respirer, il faut être sur une activité qui est pas trop cardio. Bah, j'aurais pas cru parce que c'est ce qu'on voit sur beaucoup de sites et j'aurais pas cru. Alors moi j'en ai fait plus jeune quand je reprenais entre guillemets des régimes, même si c'était pas des régimes. Et si j'avais 3 kilos par exemple à perdre, je courais et je perdais très très vite, mais parce qu'à côté je mangeais plus de charcuterie, je faisais très attention à mon alimentation et moi j'ai toujours été persuadée que c'était la course qui me faisait maigrir. C'est aussi sûrement dû au fait que, vu que tu étais plus jeune, tu avais un métabolisme qui cartonnait et tu avais une masse musculaire plus élevée que ce que tu as aujourd'hui. Tout à fait. Et en fait, la perte de poids, surtout la masse grasse, c'est beaucoup lié à ton métabolisme. Quand tu as une masse musculaire élevée et que tu fais des sports qui sont intenses, forcément, tu brûles beaucoup de calories. Si en plus, derrière, tu fais attention à ton alimentation, tu perds très, très rapidement ton poids. Avec l'âge, ton métabolisme, il diminue. Ta masse musculaire diminue. Donc, en fait, même si tu fais du cardio, en fait, tu vas pas perdre du poids aussi facilement. Et en plus de ça, c'est principalement l'alimentation aussi tes efforts au niveau de l'alimentation qui complétaient. Donc, le cardio, moi, je le recommande pas, surtout pour les femmes, en fait, même après 30 ans, quoi qu'il arrive, tu vois. À moins que ce soit ton sport. Oui, voilà, si c'est une passion, une nécessité pour se sentir bien. Ouais, exactement. De faire plutôt du renforcement musculaire parce qu'en fait, qu'on vient de dire, avec l'âge, tu perds de la masse musculaire. Et si tu fais pas des activités qui te permettent de la maintenir, en fait, naturellement, tu vas avoir tendance à stocker des graisses. D'accord. Et ça, c'est lié surtout à ton métabolisme qui ralentit, donc à ta perte de masse musculaire. Et c'est pas lié, au sport que tu fais spécifiquement. C'est vraiment ton corps à toi qui change. Donc, de faire de la musculation, du renforcement musculaire, ça va te permettre de garder un métabolisme élevé. Et du coup, dès que tu vas faire attention un peu plus aux excès que tu fais et que tu vas avoir une alimentation qui va être hyper équilibrée, avec beaucoup de végétaux, où tu manges à ta faim, là, tu vas pouvoir perdre de la masse grasse. D'accord. Ouais, beaucoup plus facilement. Et dernière chose sur le périnée, sur la gestion, tu vois, pour l'éternuement, la toux et tout. Ouais. Ce qui va être important, en fait, c'est d'anticiper et de zipper. Donc, c'est l'exercice du zip que je donne tout le temps. C'est vraiment cet engagement où, en fait, tu engages ton périnée. Donc, tu le contractes, tu le remontes. Et en fait, tu fais ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le travailler en réflexe parce que comme ça, tu es capable de le faire très vite. Tu fais ça dès que tu sens que tu vas éternuer. Et en fait, le fait d'engager les muscles, ils sont plus forts. Et donc, quand il y a la pression qui vient dessus du diaphragme, parce que éternuement, parce que tout, et en fait, il tient. Donc, c'est pas de se dire, je lâche mon périnée et j'éternue, et là, ça part. C'est vraiment de te dire, je sens que je vais éternuer, j'engage par réflexe, et quand j'éternue, je maintiens l'engagement de mes abdos et de mon périnée. Au moment d'expiration, on inspire, on bloque, et après... En fait, généralement, t'as pas le temps. C'est juste bloc. C'est un réflexe. Genre, ça arrive, tu bloques. Ouais, on bloque. Et c'est pas grave si t'as poumon plein, ça veut dire qu'il y a plus de pression, mais c'est pas, t'auras pas le temps d'expirer, de vider, d'engager. C'est plutôt, j'engage. Ça évite de l'abîmer aussi, parce que du coup, ça pousse pas. Ouais. Comme tous les muscles du corps. Si tu prends un truc de lourd, tu vois, tu prends un sac qui est lourd, tu vas le rapprocher de toi. Parce que si tu le tiens comme ça, c'est hyper difficile pour tes muscles. Parce que tes muscles sont en position allongée. Dès que tu as en fait
beaucoup plus de proximité, un bras de levier qui est beaucoup plus réduit, donc des muscles qui sont contractés, t'es plus forte. Et c'est valable pour tous les muscles du corps. Tous les muscles du corps, quand ils sont contractés, sont plus forts, ils peuvent soutenir plus de résistance. Donc en fait, ton périnée, quand il est fort, du coup, il tient beaucoup plus que quand il est relâché. D'accord. Ouais. Ça paraît tellement simple. Oui, quand on le sait. Mais je pense que c'est toujours ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Et on a beau et je pense aussi qu'il y a un côté tellement lassant qu'au bout d'un moment, on abandonne et on laisse les choses se faire. Faut pas lâcher. En se disant, j'ai déjà essayé, je suis allée voir 3 personnes différentes, ça fonctionne pas, etc. Ouais. Alors, il y a plusieurs méthodes déjà qui existent. Il y a plusieurs coachs aussi. Donc, une même méthode avec 2 professionnels différents. Ça peut être 2 méthodes différentes aussi. Tout à fait. Et en fait, de jamais lâcher jusqu'à ce que tu résoudes le problème. Ouais. Et c'est tellement important. Parce qu'en fait, il y a des solutions. Quoi qu'il arrive, tu n'as peut-être pas encore trouvé ta bonne solution à toi, mais il y a, quoi qu'il arrive, des solutions. Et moi, je trouve ça dramatique de se dire, j'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça marche pas, donc je me dis, tant pis, quoi. Non. Enfin, pas là-dessus, parce que ça se résout. Oui. Et en fait, vraiment, moi, ce que j'invite à faire, c'est en premier, déjà, travailler sur le périnée lui-même. Ensuite, faire tout le travail de réathlétisation derrière. Donc, c'est-à-dire, OK, mon périnée fonctionne bien quand je suis assise ou quand je suis allongée. Avec une sonde, sans sonde, visualisation, c'est OK. Mais ensuite, comment est-ce que je fais pour que je puisse adapter ça à mon quotidien? Ça, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, ça s'entretient. Oui, ça ne viendrait pas à l'idée de pas faire bosser tes bras ou tes jambes pendant 10 ans. Tu vois? Et le périnée, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, tu as des femmes, elles font une rééducation en postpartum. Jusqu'à la ménopause, on s'en occupait. Pas de souci. Et puis après, ça revient. Et des fois, ça revient même avant. Et là, on se dit, mince. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, c'est un muscle et c'est un ensemble de muscles. Et comme tous les muscles, en fait, ils ont besoin d'être bossés régulièrement. Et pour les bosser régulièrement, naturellement, ça passe par ta posture, par une bonne gestion de tes pressions abdominales et par, du coup, la respiration. Et après, quand tu fais des exercices, de pas faire de conneries. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais les mauvais abdos, si t'engages pas correctement, si tu pousses au lieu d'aspirer, là, du coup, tu détruis encore plus. Complètement. Donc, de pas faire des conneries, d'être bonne position au quotidien, de bien gérer ta respiration. En fait, si tu mets ça tout bout à bout, y a pas de problème, en fait. Il y a pas de problème. Et tu peux même, à la ménopause, tu peux sentir que ça se réaffaiblit un peu. Donc, tu mets un peu plus de travail là-dessus spécifique. Mais le reste du temps, en fait, c'est de l'intégrer à ton quotidien. T'as pas besoin de faire du travail spécifique de périnée toute l'année. Oui. Moi, ce que je dis aux filles, c'est elles font le protocole pendant 6 semaines. Si elles sentent que c'est pas suffisant, elles continuent encore et elles le refont jusqu'à ce qu'elles sentent que là, c'est bon. Et ensuite, c'est des petites piqûres de rappel dans le quotidien, mais sans séance spécifique. Et si dans 5 ans, elles sentent que, tiens, ça serait affaibli, hop, je reprends le protocole, je refais. Bonne piqûre de rappel, OK, c'est bon. Et là, juste le quotidien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis muscler, je sais aussi tout ce qui est abdominal. Ça bosse ensemble. Voilà, parce que ça, c'est ce que nous dit toujours la prof de yoga. Souvent, on a mal au dos. Moi, j'ai souvent mal au trapèze. Et en fait, c'est mes abdos. Oui. Mes abdos qui sont pas suffisamment toniques. Sam, la kiné me l'avait dit. Et effectivement, c'est tout un tout, en fait. Je pense que c'est ce que j'ai compris vraiment en regardant tes vidéos. C'est que c'est vraiment un corps. Et je pense que même dans la médecine, on commence à se rendre compte que les jeunes médecins, même les médecins qui se forment régulièrement, considèrent qu'on soigne un corps globalement. Même si on est spécialisé, je sais pas, sur la peau, etc., c'est que il faut prendre soin de tout le corps pour que tout puisse bien coordonner et qu'on ait moins de problèmes. Ouais. Si je me retonifie, peut-être que j'aurai moins de soucis, effectivement, au niveau du périnée. C'est ce qui se passe au niveau du périnée, c'est que souvent, on veut le rééduquer tout seul. On l'intègre pas aux abdos, on l'intègre pas à la posture, on l'intègre pas à la respiration et on résout pas le problème, en fait. Parce que faut vraiment prendre l'entièreté de tous les facteurs qui jouent dessus pour pouvoir durablement maintenir un périnée en bonne santé. Exactement. Et tous les exercices d'abdos, alors je sais plus, hypopressifs. Moi, quand j'étais, même avant d'accoucher, on était encore sur les crunchs, je crois qu'on appelait ça comme ça. Toute mon adolescence, on faisait que des exercices nos mères. Exactement. Et c'est finalement, je trouve, assez récent qu'on parle de comme quoi c'est pas correct. Ça abîme le corps plus qu'autre chose. Ouais. Et l'importance en plus de faire tout ce qui est bon, d'arrêter de faire tout ce qui est mauvais. Exactement. Et de vraiment combiner les deux pour se dire, OK. Parce qu'on voit encore sur certains sites, parce qu'on voit tellement de vidéos passer et on voit des femmes extrêmement toniques, perdez tant de taille, perdez tant de kilos. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Enfin, je me dis, c'est presque trop même. Et on voit qu'elles font encore des efforts où ça tire.
un peu comme les crunchs. Exactement, ouais. Et on fait croire que c'est bon et que c'en est pas, mais si, finalement, c'en est. Donc, Exactement. Ouais. C'est l'importance de bien se faire accompagner, de comprendre comment le corps fonctionne et de vraiment mettre tout bout à bout pour faire correctement les choses. C'est essentiel. C'est ça. Sur le long terme. Parce que je pense que c'est là où moi, ça va plus parler, tu vois, aux femmes qui sont un peu plus matures. Parce qu'en fait, elles se rendent bien compte que, non, le corps, c'est pas, je le martyrise pendant quelques semaines à lui faire un truc hyper agressif, sportivement, nutritionnellement, où c'est un peu le no pain, no gain, où je me fais mal, mal. En fait, à un moment, tu te rends compte que, non, mais mon corps, si je lui fais mal tout le temps, ça va pas fonctionner. Et donc, de sortir vraiment de ça pour pouvoir être dans quelque chose de bienveillant et d'holistique qui prend vraiment tout dans sa globalité pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme. L'idée, c'est vraiment de voir comment je vieillis, comment j'avance dans l'âge en étant vraiment en super bonne santé et de me dire, dans 10 ans, je suis plus en forme qu'aujourd'hui, en fait. C'est ça. Et donc, de mettre en place les choses les plus saines possibles avec une bonne compréhension. Parce que personne n'est bête quand tu lui expliques, en fait, les choses. Moi, à chaque fois que je prends le temps d'expliquer comment le corps fonctionne, oui, c'est tellement évident. C'est logique. Mais on m'a jamais expliqué, en fait. C'est ça. Et donc, le fait de prendre le temps d'expliquer peut permettre ensuite d'avoir les déclics. Parce que si tu dis aux gens, faites ça, mais que tu leur dis pas pourquoi, il y a peu de chances qu'ils fassent sur le long terme. Alors que si tu leur dis pourquoi, là, ils vont le faire. Et vu que pour vraiment avoir des résultats sur le long terme, c'est quelque chose de routinier, il faut être motivé. Et pour être motivé, il faut que tu saches réellement pourquoi tu le fais. Sinon, tu tiens 3 semaines. Exactement. Et écoute, est-ce que c'est tout le monde pour toi? Est-ce que tu avais d'autres clair. questions? Non, non. Est-ce que tu repars avec quoi tu repars de notre échange? C'est que je ne suis pas toute seule. Même si je savais qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient touchées, je me rends compte à travers tes propos que c'est bien plus que ce que je pensais. Et notamment toutes ces sportives, on pense qu'il y en a quelques-unes qui ont ce souci-là, mais pas autant. Et c'est vrai que de se dire que finalement, c'est un problème pour tout le monde, enfin, pour les femmes. Et donc, du coup, et qu'il y a des solutions. Et qu'en étant assidu, avec des petits exercices pas si difficiles que ça, on peut résoudre ce problème. Et voilà. Après, il faut trouver la motivation. Oui. Mais pour ça, le meilleur, c'est de se faire accompagner. Hein. Oui. Tu vois, je veux dire, quand tu sais que tu es entre de bonnes mains, c'est beaucoup plus motivant parce qu'en fait, quand tu es bien accompagné, tu vas avoir des résultats très vite. Bien sûr. Et du coup, le fait de te dire, j'ai quelqu'un à qui je peux poser des questions, je vois que ça fonctionne sur moi, ça met en confiance. Et vu que tu es en confiance, tu te motives. Parce que tu dis, oui, non, j'ai trop hâte de faire ma séance parce que je vois qu'à chaque fois que je fais une nouvelle séance, je me sens mieux. Et donc, c'est ça qui va jouer sur ta motivation. De pas croire que la motivation, tu vas te réveiller un matin, elle sera là. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et je pense que c'est un fantasme souvent qu'on a de se dire, je vais être motivée ou faut que je sois motivée. Tu sais, on se met des contraintes de faut ceci, faut cela, un tel, elle est motivée, moi, je le suis pas. En fait, non. Je veux dire, de base, tout le monde a des moments où ils sont un peu plus motivés et pas du tout. Je veux dire, moi, il y a des jours, j'ai pas envie, je suis pas motivée. C'est OK, en fait, parce qu'on est toutes comme ça. On a toutes des moments où on a vraiment envie et d'autres où on n'a vraiment pas envie. Et de te dire, en fait, la motivation, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, c'est de la rigueur. Et c'est, en fait, la motivation, c'est quelque chose qui se met en place. Et si tu te mets en place avec les meilleures conditions, avec une coach qui va être adaptée pour toi, des exercices qui vont faire que tu vas avoir des résultats très vite, en fait, tu vas être motivé parce que tu auras tous les outils et que tu vas voir que ça va marcher et tu auras envie. Mais pas croire que, en fait, la motivation, elle vient comme ça, toute seule. Je pense que c'est un fantasme et je pense qu'on se fait beaucoup de mal à se culpabiliser, de se dire, mais je suis pas motivée. Et c'est de ma faute. Alors que non, en fait, c'est juste que t'as pas mis en place les choses qui font que tu vas te mettre dans une routine où ça va être facile. Donc, vu que c'est difficile, t'as pas envie. C'est exactement ça. Et tout le monde comme toi, je te rassure. Ouais. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent, mais comment tu fais pour être motivée? Je dis, en fait, non, c'est la rigueur, la discipline que je mets en place pour faire les choses. Des rituels, finalement. Des rituels. Je divise les tâches en petites étapes parce que, en fait, si je regarde où je veux aller, je vais avoir peur et je vais jamais y aller. Donc, en fait, je regarde où je veux aller, ça me donne ma direction, mais ensuite, je note toutes les étapes intermédiaires et c'est ça que je fais. C'est les étapes intermédiaires et je fais en sorte qu'elles soient les plus faciles possibles. C'est hyper important pour ta motivation. Merci. Voilà. T'as tous les outils. Oui. Et tu me tiendras au courant. Oui, je te dirai ça. Ce que t'as mis en place et comment ça fonctionne. Exactement. Trop bien. Merci infiniment. Merci Julie. à toi pour toutes ces précisions. Avec plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci.